Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis d'être avec vous pour la énième fois. On ne sait pas trop, on ne compte plus. D'ailleurs, quand on s'aime, on ne compte plus. C'est comme ça. Et nous poursuivons notre rencontre autour de la vie psychique avec toutes ces méandres. Parfois, il y a des moments de bonheur, il y a aussi parfois des moments de souffrance. Et on en parle dans Psychose. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des personnes qui pourront témoigner, nous donner leur point de vue sur une question qui est extrêmement douloureuse, je le reconnais, et qui certainement suscitera chez vous beaucoup de réactions. On parle même de tabou dans notre pays sur cette question. On ne sait pas quelle est la marge entre ce qui serait un tabou, un gros déni social, mais en tout cas, c'est très difficile d'en parler. Nous parlerons du suicide. L'actualité, vous avez vu, nous a malheureusement rattrapé ces derniers temps, puisqu'il y a eu quand même quelques événements médiatisés qui ont laissé quand même comprendre que c'est une situation réelle, c'est un fait social réel et qu'il ne sert à rien de se voiler la face, il faut en parler. On va remercier les 4 invités qui sont venus en parler avec nous librement et nous donner leur expérience. On va commencer par vous, Yolène de Vassoine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'Equinox, une association qui regroupe des familles d'usagers de la psychiatrie. Et d'usagers de la psychiatrie. Vous avez surtout beaucoup d'activités, on en parlera, de groupes d'entraide mutuelle, puisque nous aborderons très certainement dans le cadre de l'émission tous les outils de prévention qu'on peut mettre en place. Peut-on faire de la prévention du suicide? Fabienne Cetrose, merci d'être présente. Bonsoir, merci Bonsoir. De nous recevoir. Mais c'est un grand plaisir. Vous êtes présidente de l'AMVI? Présidente de l'AMVI, l'association 1001 victimes d'inceste. D'accord. Et la question du suicide nous concerne tous et me concerne personnellement aussi. Voilà. Donc vous aurez à témoigner et nous donner aussi votre point de vue, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Les gens se posent beaucoup de questions et ce sera peut-être l'occasion de les mettre à plat au cours de cette heure 30 d'émission. Mad Louis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi militante d'AMVI et vous aussi, vous avez un témoignage parce que il vous est arrivé à un moment dans votre vie de tenter de vous suicider. Oui, tout à fait. Tentative de suicide et j'ai aussi, malheureusement, j'ai eu un frère aussi qui a été victime de suicide. Et qui est mort. Oui. Et merci voilà. Beaucoup d'être présente, Fabienne et vous, pour en parler, parce que ce n'est pas simple. Je disais, c'est souvent couvert par le sceau du tabou. Et là, votre présence révèle le courage que vous incarnez toutes les deux. Yolène, bien sûr, on connaît son militantisme. Professeur GL. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on doit maintenant vous présenter? Vous êtes professeur de psychiatrie au Centre hospitalier universitaire de Martinique. Vous dirigez un service de psychotraumatologie, c'est ça? Oui, et psychiatrie et addictologie. Voilà. Et vous êtes à l'origine d'un grand colloque qui a une dimension internationale, puisqu'il y a eu des intervenants internationaux sur la question du suicide. Et vous intervenez ce soir en grand témoin, puisque nous avons toujours besoin d'expertise sur ces questions. On vous remercie d'être présent. Merci de votre invitation, vraiment. Merci. Alors, pour commencer, je vous disais, est-ce que c'était un tabou? Parce qu'en fait, on a eu beaucoup de mal à recouvrer des informations, à regrouper des informations sur la question du suicide. On s'est dit, mis à part les faits divers, les éléments très médiatisés, sur quoi pourrait-on s'appuyer ce soir pour faire l'émission? Votre expérience, évidemment, votre témoignage sera une matière importante. Mais, professeur GL, tout de même, on a besoin de savoir, est-ce que c'est une réalité clinique en Martinique, d'un point de vue épidémiologique, où est-ce qu'on en est? Puisque la dernière recherche que j'avais pu trouver a été faite par l'équipe du docteur Merle, il y a quelques années de ça. Où est-ce qu'on en est sur cette question? Vous avez raison, je ne sais pas très bien, mais les chiffres que l'on dit rassurants nous montrent qu'il y a à peu près un suicide par semaine en Martinique. Un suicide. Un suicide, ça, une tentative de suicide? Non. Moi, quand on dit suicide, c'est un mort. Un mort, d'accord. Donc ça, déjà, il faut clarifier ça. Suicide, voilà. Il est mort. Celui qui a fait une tentative de suicide, il est vivant.
C'est la présence Voilà. de Yolène et pas de Yolène, de Fabienne et de Mad vérifie ça. Donc un suicide par semaine, ce serait le chiffre chez nous. Oui, et on trouve que c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est déjà énorme. On trouve que c'est pas beaucoup. Je pense que parce que c'est vrai qu'il y a des régions de France où ce chiffre est plus élevé. Mais après, moi, je suis touché et interpellé par beaucoup de situations que je vois personnellement, dans lesquelles on préfère ne pas dire que c'est un suicide parce qu'on m'explique que c'est mieux pour le deuil des familles, c'est mieux pour les reconnaissances financières, etc. Ce que je peux tout entendre. Mais ce chiffre-là est un chiffre qui est un chiffre sous-évalué pour différentes raisons. Et le caractère insulaire fait qu'on a une inquiétude que les choses puissent résonner et que ce serait mieux de ne pas le dire. Alors du coup, si on ne le dit pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et le problème, il existe et je le vois moi dans le quotidien. Et je suis très heureux d'être accompagné par des personnes qui savent à quel point cette réalité est une réalité quotidienne qu'on va rencontrer si on écoute la souffrance des personnes. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire un peu autrement en Martinique pour apporter du secours à ceux qui le demanderaient si on leur ouvre les portes peut-être un peu autrement. Et c'est là ma seule ambition. Mais c'est vrai que c'est une ambition de voir comment on pourrait améliorer quelque chose pour réduire un peu quelques personnes qui meurent de suicide, parce que ce que vous avez déjà entendu, qui est un message énorme, c'est quand une personne meurt par suicide, c'est une famille qui est touchée. C'est une famille qui est touchée, mais à vie. C'est une mort qu'on n'oublie pas. C'est une cicatrice dans une famille qui entraîne des conséquences graves et qui entraîne des conséquences qui se manifestent par plus de suicides dans les familles où il y a eu un suicide. Et donc c'est vraiment important de prendre du temps, et je vous remercie beaucoup de l'attention que vous prenez, de donner encore du temps ici dans votre chaîne de télévision pour qu'on parle avec la sérénité et l'énergie nécessaire pour prendre le problème à sa juste mesure. Nous restons de toute façon à votre service pour tout ce qui concerne les réalités psychiques de notre pays. On veut les mettre en exergue pour ne pas non plus les cacher. Mais ce chiffre est quand même surprenant. Ce qui voudrait dire, dans une projection, si je compte bien, ça fait 52 personnes qui perdraient la vie dans une année pour le suicide. Ça vous étonne, Mad, Yolène et Fabienne ? Ce chiffre que nous donne le professeur GL? Non, je ne pense pas. Pas du tout, parce que... Quand vous dites je ne pense pas, vous pensez que, en fait, vous n'êtes pas étonné, quoi. Non, pas du tout. Parce qu'on vit dans un monde qui est déjà, mais qui devient de plus en plus stressant. Bon, les gens souffrent de différentes manières, sont victimes de différentes choses, viol, inceste et tout ce qui s'ensuit. Et non, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. Tout à fait, sans rien dire. Justement. Et vous Fabienne, qu'est-ce que ce chiffre... Sur le chiffre du professeur GL qui est très, très qui énorme. dit-il est sous-estimé. Il est sous-estimé, très certainement, parce que quand je regarde ma propre situation, toutes les fois où j'étais hospitalisée, je ne pouvais pas dire ni à mes enfants, ni à mes proches que c'était parce que j'avais fait des tentatives de suicide. Tellement ma dernière fille, Aimée, m'a dit, en regardant l'une des émissions, mais je croyais que c'est parce que tu étais malade, que tu étais à l'hôpital, c'est pas parce que tu avais fait une tentative de suicide. Donc c'est honteux pour les personnes. C'est une situation d'impuissance et c'est pas partageable, quoi. C'est pas partageable et ça prouve un grand isolement et une grande fatigue et des proches, parce que quand on arrive à cet acte final, c'est que vraiment on a tout essayé et que les autres aussi autour de nous ont aussi sont allés au bout pense-t-il, de leurs efforts. Et voilà. Et vous, Yolène, votre réaction déjà à chaud sur... Non seulement je ne suis pas étonnée du chiffre, mais je pense effectivement, comme le professeur GL, que c'est un chiffre probablement sous-estimé. Bon, pour moi qui côtoie au quotidien depuis... qui vit dans le milieu de la psychiatrie depuis 20 ans maintenant. Comme on dirait, dans notre pays. Et qui côtoie depuis au moins 7 ans au quotidien des usagers. Il y en a plusieurs qui nous ont laissés pendant ces 7 années. Des suicides parfois pas déclarés en tant que tels. Des fois, clairement... Comme disait justement le professeur, ça reste bouche en bas bras, comme on dit dans notre pays. Vous comprenez l'expression, professeur,
on garde ça là. Ouais. Ou alors des suicides vraiment clairement déclarés en tant que tels. Parce que bon, des personnes qui souffrent de troubles psychiques, c'est-à-dire notamment de schizophrénie, de troubles bipolaires, de dépression majeure, sont 10 fois, peut-être bien plus de 10 fois plus à même d'en arriver là, puisqu'une personne souffrant de schizophrénie va se suicider certainement 10 fois plus facilement. Il y a 10 fois plus de personnes souffrant de troubles psychiques qui vont passer à cet acte. Donc, ce sont des personnes qui sont potentiellement très concernées par la question du suicide. Donc, j'en ai vu partir, je vous dis, ces dernières années. Et c'est quelque chose qui, pour pas mal d'entre eux, est présent vraiment, je ne dis pas dans leur quotidien, mais c'est vrai que la maladie psychique conduit très souvent au suicide. D'ailleurs, la grande majorité des personnes qui se suicident sont des personnes souffrant de dépression majeure ou de troubles psychiques. Tout à fait. On va vous demander de ne pas oublier donc de nous appeler au 71 27 07. Vous pouvez nous appeler dès maintenant puisque c'est interactif. Vous pouvez nous donner votre témoignage, votre avis sur la question, la façon dont vous percevez ces situations. Est-ce que vous en avez vous-même connu de près ou de loin des situations analogues? Vous pouvez nous appeler. Comme d'habitude, l'émission est interactive. Vous êtes le centre de l'émission, bien évidemment, avec nos invités. Professeur, j'ai envie quand même de vous demander qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui met fin à ses jours? Comment on peut en arriver là? Vous pouvez nous expliquer ça, on aimerait bien comprendre. Je pense qu'il y a des choses simples qui sont entendables et dans lesquelles on doit réagir, quoi. On a fait beaucoup d'efforts, collectivement, l'hôpital aussi, sur la question de la douleur et la douleur physique. Et c'est un message que tout le monde a à peu près entendu. Maintenant, dès que vous allez chez le dentiste, à peine il vous touche, il va vous faire une piqûre pour pas que vous ayez mal, quoi. C'est très bien de limiter la douleur physique. Mais si on pouvait faire un petit peu attention à la douleur psychique, quoi. La douleur psychique, elle est aussi insupportable que la douleur Mais elle n'est pas physique. visible. Comment Mais on fait, elle est visible parce qu'on demande. La douleur physique non plus, elle n'est pas visible. Quand vous avez une rage de dents, ça ne se voit pas. Mais si je vous demande et vous avez une rage de dents, vous allez me le dire. Sauf que les gens ont tendance, dans les douleurs physiques, à l'exprimer par des informations mimogestuelles. Oui, mais la douleur, elle se voit. La douleur psychique, d'une rage de dents ou la douleur d'une détresse psychique, elle se voit autant si on la regarde. Mais après, on vous a dit à plusieurs reprises ce sentiment de honte qu'on peut avoir. Et j'ai pas de honte de vous dire que j'ai une rage de dents et c'est insupportable et il faut m'aider. Par contre, si j'ai une douleur insupportable parce que j'ai appris que j'étais schizophrène, parce que j'ai été violée par mon père, parce que j'ai été frappée par mon mari, eh bien ça, j'ai honte et donc je ne vais pas le dire. Je vais dire non, c'est pas grave, je suis fatigué, quoi. Alors que si c'est une rage de dents, je vais le dire. Et à la fois les proches et les professionnels de santé doivent enquêter pour comprendre et être capables de respecter ce qui peut être dit, et c'est à nous tous, et vraiment à nous tous. J'intègre les professionnels de santé qui doivent faire un effort pour être plus disponibles, pour entendre et pour aider à réduire le sentiment de honte que portent les gens qui ont souffert de ces agressions, mais également les proches. Ils sont formés pour ça, les professionnels de santé? Ils ne le sont pas assez, mais ils doivent l'être. Mais je pense que c'est un message collectif. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai reçu une patiente et elle était accompagnée par quelqu'un de sa famille et je lui ai dit de rentrer avec moi pendant la consultation. Et c'est une patiente qui a vécu des traumatismes, qui a souffert, qui a des moments, je sais, où elle a beaucoup souffert. Et je lui ai dit, est-ce que des fois ça vous arrive de voir qu'elle va mal? Il me dit oui. Je lui ai dit, est-ce que quand elle va mal, vous lui demandez si vous pourriez l'aider? Il me dit non parce que je ne peux rien faire pour elle. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous en savez que vous ne pouvez rien faire pour elle? Est-ce que vous lui avez demandé? Non, je ne lui ai jamais demandé, parce que je ne voulais pas la déranger. Mais pourquoi je dérangerais l'autre si je lui dis, je suis inquiet pour toi, parce que j'ai l'impression que tu vas mal? C'est de la pudeur, professeur, simplement. Mais non, c'est une erreur d'évaluation. La personne qui va mal, elle voit que l'autre ne s'intéresse pas. Ça veut dire que même lui ne s'intéresse pas à moi, donc je peux mourir. Voilà. Une personne se suicide quand elle a une douleur tellement importante et qu'elle a l'impression que sa vie n'intéresse plus personne. Même celui que j'ai vu tout à l'heure, qui était près de moi, qui est quelqu'un de ma famille, me demande même pas comment je vais, me demande même pas ce qu'il peut faire pour moi. C'est que je suis de trop, il vaut mieux que je meure et que je les laisse continuer leur organisation sans moi. Et donc c'est ça qui est un message simple, c'est de se dire, on se tue quand on a la conviction, je ne dis pas que c'est la réalité, on a la conviction que
ma vie n'a plus d'intérêt pour personne. Si une personne montre de l'intérêt au moment où j'ai décidé que j'allais mourir, eh bien, la personne qui avait prévu de se suicider va décaler son projet de se suicider. Personne n'est pressé de mourir par suicide. Les personnes sont pressées de moins souffrir. Quand on vous a calmé la rage de la dent, on verra après le traitement qu'il faut faire. Vous n'êtes pas pressé de ça, c'est autre chose. Mais il faut savoir calmer la douleur, savoir regarder celui qui a mal et savoir mettre en place des actions. Et là, on a des réflexions collectives. Les médecins doivent modifier des choses, peut-être, mais nous tous, je pense vraiment à la société. C'est vrai que je suis heureux d'être là, accompagné par des personnes impliquées et engagées dans différentes associations, parce que je pense qu'on a des choses à construire collectivement pour atténuer cette douleur qui atteint des moments de paroxysme insupportable et qui conduisent à des morts qu'il ne faut plus accepter. Alors si j'ai bien compris, en fait, les gens seraient plus enclins à mettre fin à leur souffrance qu'à leur vie elle-même, quoi. C'est-à-dire oui, bien sûr, exactement, exactement. C'est un message central. Ce que les gens veulent arrêter, c'est de souffrir. Si on leur trouve une solution pour arrêter de souffrir au moins quelques heures, ils veulent bien continuer à vivre. Et le plus souvent, les gens vont vous dire ça. Très bien. Je vous propose qu'on commence à échanger avec nos téléspectateurs, parce qu'il y a déjà la petite lumière verte qui nous indique qu'ils sont déjà présents. Soyez bienvenus. 71 27 07, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom? Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, bonsoir. Je vous appelle, monsieur, c'est pour vous dire, est-ce que ces gens-là ne font pas de visite à domicile pour venir voir un petit peu les gens? Je demande, s'il vous plaît, parce que je suis en grande difficulté aussi, monsieur. Je vous dis, et tous les jours, je dis, j'ai envie de me suicider, j'ai envie de finir avec la vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les gens ne font pas de visite, de venir? Parce que je me retrouve seule. Donc... Oui, votre prénom, s'il vous plaît. Donnez-moi votre prénom, juste pour pouvoir mieux converser avec vous. Brigitte. Votre prénom, Brigitte. Alors, Brigitte est en train de vous demander, à vous tous les quatre, visiblement, restez en ligne, hein, on vous écoute et on va vous répondre. Brigitte est souffrante, d'un point de vue psychique, elle dit qu'elle souffre, mais a priori, elle souhaiterait que les soins viennent à elle. Alors, comment ça s'organise? Alors, elle pose une question importante et ma réponse, elle ne va pas lui convenir complètement, puisque la psychiatrie, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des équipes de secteur qui sont dirigées par l'hôpital de Colson, avec une partie maintenant à Mangovulsin, mais c'est le même établissement, qui ont des missions de secteur et de proximité, et dans lequel ça fait partie de leur mission de pouvoir faire des déplacements à domicile. Malheureusement, leurs effectifs ne leur permettent que difficilement de le faire, mais il faut essayer de les solliciter. Pour le service que je dirige à la Ménard et des urgences, on n'a pas les ressources aujourd'hui. On aimerait remettre en place ces ressources, on aimerait remettre en place une équipe mobile, et c'est une action que j'aimerais qu'on puisse faire. Aujourd'hui, je n'ai pas les ressources en termes de personnel paramédical et médical pour faire cette demande. Mais j'entends l'importance de la demande. Aujourd'hui, je ne peux pas moi l'engager, mais par contre, madame, on peut vous recevoir aux urgences. Si vous n'avez pas de moyen de transport, on peut demander qu'une ambulance vienne vous chercher, vous recevoir aux urgences et pouvoir là prendre le temps de réfléchir ensemble sur comment vous aider. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place ensemble, madame. Vous avez entendu, Brigitte? Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, vous pouvez passer soit en nous appelant, soit en appelant le SAMU, dont c'est la mission de pouvoir vous aider, dire que vous souffrez et que vous voulez qu'on vienne vous aider. Et c'est leur mission d'organiser un transfert vers le service des urgences pour qu'on puisse vous rencontrer. Il y a toujours un psychiatre à l'hôpital de la Ménard, au CHU, qui vous recevra. Entendu. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Alors, merci de votre appel. allez-y le plus vite que vous puissiez, Brigitte, et puis prenez soin de vous, c'est important. Votre vie est importante et vous êtes importante. D'accord. Merci beaucoup. C'est dur. Nous comprenons tous, là. Faites vite, autant que le plus vite que vous pourriez, hein, d'accord? Entendu, merci. Parfait. Merci. Allez, au revoir et bon courage, Brigitte. Alors, les personnes qui sont isolées comme ça, effectivement, vous avez préconisé qu'elles puissent être vues en urgence et éventuellement ensuite renvoyées vers les services dont c'est la mission au niveau de l'hôpital. Mais au niveau associatif, qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce qu'il y a une plus grande souplesse qui permette une écoute à ces personnes? Yolène. Déjà au niveau de l'association, en fait nous sommes une association de familles, pas d'usagers de la psychiatrie, donc en fait ce sont essentiellement des familles qui nous appellent
et qui vont nous parler d'un proche qui souffrirait de dépression ou d'autres troubles graves. Concernant les usagers eux-mêmes, nous avons bien créé une structure, mais ce n'est pas une structure médicalisée. C'est une structure qui accueille des usagers relativement stabilisés, souffrant notamment de schizophrénie, de troubles bipolaires ou de dépression majeure, mais j'ai constaté que les personnes souffrant de dépression qui sont venues ne sont jamais restées. Mais les personnes comme Brigitte qui sont dans une très grande détresse... Je pense qu'il faut qu'elle aille vers le soin immédiatement. Je pense qu'il faut qu'elle... Oui. Alors, moi, je pense que j'ai entendu, elle m'a dit qu'elle allait peut-être appeler le SAMU et venir. Mais c'est un effort et peut-être qu'il y aurait besoin de la soutenir. Oui. Moi, j'ai fait la proposition, notamment aux personnes qui sont présentes ici, pour réfléchir à un palier d'aide supplémentaire. Oui. Et donc, j'ai proposé qu'on réfléchisse à créer une ligne téléphonique qui puisse être portée par les associations qui veulent bien s'y engager autour de la question de la crise et du suicide, qu'on pourrait appeler ou SOS crise ou SOS suicide, mais je pense qu'il faut être précis, mais un petit peu large peut-être, et que ce soit porté par des personnes qui ne soient pas des personnes du service de psychiatrie, mais portées par des associations, parce qu'on va l'aborder, mais il y a quand même une forte encore stigmatisation de la psychiatrie. Oui. Et je pense que le relais par les associations est pour moi très important, parce que non seulement on écarte la question de la stigmatisation, et puis on est sur une entraide que la société porte par des personnes qui s'engagent avec une répartition d'une charge, parce que c'est une vraie charge, et que nous, service de psychiatrie, on puisse être une aide pour ceux qui vont être une interface médicale et paramédicale. Je veux qu'on remette en place une équipe mobile d'aide à la régulation téléphonique des appels pour le SAMU, avec là des infirmiers dans lesquels on a des postes, et je ne comprends pas pourquoi depuis 2 ans je devrais avoir pu remettre en place l'équipe. Tout le monde la demande, elle n'est pas encore mise en place. On va en parler demain à l'Agence régionale de santé encore pour dire que c'est vraiment une mesure importante et qui a son sens. Vous n'avez pas les moyens. On n'a pas les moyens. On me dit de mettre une équipe en place, l'ARS me demande de le mettre, et le CHU me dit mais on n'a pas les crédits pour le mettre. Donc ça fait 2 ans qu'on tourne en rond. Demain on a une réunion pour discuter et peut-être qu'on va arrêter de tourner autour du chapeau. Et si on n'a pas les sous, qu'on le dise. Mais du coup que je puisse dire aussi aux personnes, eh bien finalement il n'y a pas l'argent pour faire cette mission. Mais qu'on soit clair. Aujourd'hui on n'est pas clair. Et alors que je pense qu'il faut plutôt réfléchir à réduire les coûts, parce que les suicides, ça coûte cher pour toutes les familles, mais ça coûte cher aussi pour la société. Et là, il y a des chiffres énormes qui sont apparus, et dans le cadre du congrès qu'on a organisé, il y a un chiffre massif qui a été démontré et qui a impressionné également l'Agence régionale de santé de Martinique. Le coût du suicide sur l'ensemble de la République française, il est autour de 5 milliards par an. Ah, et comment ça ce coût peut s'expliquer? En coût direct et indirect, qui se marque par le coût des invalidités indemnités qui vont être portées aux familles dans certains cadres, notamment cadres professionnels, du coût des arrêts de travail et de la répercussion en termes de santé sur l'environnement, et toutes les incapacités qui vont être liées. C'était un travail présenté par à la fois les économistes, mais également l'étude médico-économique, et dans lequel l'Observatoire national du suicide reconnaît que ces coûts sont réels. Alors il y a une discussion entre 4,7 milliards et 5 milliards. Ouais, bon. On comprend de la fourchette basse. Voilà. 4,5, 4,7. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Et ce chiffre-là, c'est le même chiffre que le coût des accidents vasculaires cérébraux sur la République française. D'accord. Voilà. Qui est quand même une cause de mortalité très forte. Qui est une cause de mortalité importante, et dans lequel les moyens qui ont été mis en place et les campagnes de communication mises en place n'ont rien à voir. Eh ben, écoutez, on en est en plein dedans actuellement. Exactement. On demande simplement qu'on reconnaisse, puisqu'on veut nous parler d'argent, eh ben, qu'on parle d'argent. Et qu'on mette les mêmes moyens sur la psychiatrie et le suicide que les moyens qu'on a mis en place sur la pathologie des accidents vasculaires cérébraux. C'est très bien les progrès qu'on fait, je ne peux que les soutenir parce que c'est des démarches de santé publique qui sont importantes. Mais il faut savoir que les gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux sont eux-mêmes à risque de mourir par suicide parce qu'ils deviennent handicapés, ils ont après plus de troubles psychiatriques, et donc ils ont une morbidité qui est insuffisamment prise en compte. Bon,
ne confondons pas les choses, mais c'est important. C'est pas une question d'argent d'améliorer les choses, c'est une question d'identifier le problème. Hein. On nous a dit qu'il fallait le mesurer en coût, on l'a mesuré globalement sur la République française, on peut le mesurer, on va le mesurer également en Martinique, et l'Agence régionale de santé est prête à réfléchir à des actions pour voir comment mettre en place différents modèles pour réduire cette mortalité, puisque ça amènerait des coûts, et l'État français n'arrête pas de dire qu'il faut réduire les coûts. Très bien. Et du coup, améliorer la santé, réduire le suicide, ça va également faire des économies parce que toutes les dépenses, les répercussions sur le traumatisme induit par les suicides est colossal. Et donc là, tout le monde peut être gagnant dans ce combat qu'il faut mener ensemble. Je vois que si vous l'abordez sous cet angle, ils vont peut-être vous écouter parce qu'en fait, quand on parle argent, il y a une autre façon de concevoir les choses. Et du coup, une ligne téléphonique qui pourrait être portée par les associations, nous qui pouvons réfléchir à les aider dans la formation et dans la supervision médicale et psychologique, parce qu'il faut, pour moi, pas laisser des associations et des bénévoles tout seuls, parce que sinon on les expose, et donc il faut qu'on soit. Et donc on est à une phase que je trouve intéressante, parce qu'on peut le construire ensemble. On peut le construire ensemble, on peut évaluer ensemble les besoins en termes de formation, les besoins en termes de supervision, les coûts que ça peut générer, et de voir quels sont les partenaires institutionnels, politiques, qui considèrent que cette question-là de la souffrance en Martinique est intéressante ou pas. Si on dit que ça n'intéresse personne, eh ben on l'entendra, mais on l'entendra aussi. Vous avez pensé peut-être que vous pourriez être l'association support? Moi, je dis ça comme ça. Hein. Vous êtes en train de réfléchir? Non, c'est déjà tout réfléchi. Ah ben, écoutez, donnez-nous le scoop, Nous avons même rendez-vous dès la semaine prochaine avec Madame de Vasseroy, le professeur GL, et Stop aux violences sexuelles aussi avec Sylviane Bois-Eustache. Voilà. Oui. Okay. Et donc c'est vrai que... Vous avez fait une sorte de collectif pour pouvoir se faire, pour être support. Et puis, penser à un projet qui serait porté par plusieurs... Parce que vous savez que Brigitte, il y en a beaucoup comme ça dans leur isolement, qui ont besoin d'une écoute et qui se sentent... Pour revenir à l'AMVI, effectivement, quand on a créé l'association et qu'on a ouvert la parole sur les autres, nous avons reçu effectivement beaucoup d'appels de personnes en souffrance et ces personnes viennent effectivement au groupe de parole et après repartent avec des numéros et c'est ainsi qu'on arrive à désamorcer des tentatives de suicide aussi. Donc le groupe de parole de l'AMVI, c'est un groupe d'entraide et ces personnes peuvent nous appeler aussi. Voilà. 71 27 07, nous remercions cette personne d'avoir autant été patiente. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, votre prénom? Francis. Francis, soyez le bienvenu et merci de votre patience. Nous vous écoutons. Je fais une émission depuis pas mal d'années. Oui. Et j'étais déjà venu vous voir à votre cabinet. Ah ben, il y a des années. Vous m'avez proposé quelque chose. Et j'étais dans le noir. Il y a des années. Vous m'avez proposé plein de choses. Oui. Et je suis jamais revenu. Parce que je me ressentais rejeté. Tout ce que je fais, j'ai des échecs. Oui. J'étais venu vous voir, on a discuté dans votre bureau. Je sortais de Guyane, et j'ai eu des difficultés, j'ai eu des problèmes. Et j'étais venu vous voir. Parce qu'il y a tellement de secrets dans ce monde, et tellement d'hypocrisie dans ce monde. Hein? Oui, on vous écoute, Francis. Parce que tout le temps, vous regardez. Lorsque j'étais un bosseur, j'étais bien vu. Lorsque j'ai échoué, je suis la bête noire. Je suis le quimboiseur. Je suis le dorlis. Tous les défauts. Je suis rejeté. Et Même au niveau familial, je suis rejeté. J'ai perdu ma voiture. Je suis affecté. La méchanceté. Oui. Et ce sentiment de rejet provoque chez vous quoi? Une profonde tristesse, une très grosse souffrance, parfois une envie de... Je me referme. Oui. Je me renferme sur moi-même. Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de structures, enfin beaucoup, il y a des structures publiques qui poussent... Mais des fois vous vous êtes incompris. Vous êtes incompris. On n'arrive pas à vous comprendre. Parce qu'on vous voit. Lorsque vous arrivez, vous expliquez. Lorsque vous expliquez ça avec une franchise, on ne vous croit pas. Oui. Donc vous avez le sentiment en fait que c'est quelque chose qui ne se résout pas de votre côté. Oui.
Est-ce que vous continuez à croire que ça peut s'améliorer, que vous pouvez encore trouver... Mais c'est grâce à vous que c'est grâce à la télé, TV Zouk, à vos émissions. Oui. Mais vous ça savez me permet d'évacuer plein de choses. Oui, Francis, mais vous pouvez aller plus loin parce qu'il y a des associations comme Amvi... Oui, mais des associations encore plus mal. Je suis allé dans une association et j'ai laissé mon nom. Je ne sais pas comment fonctionnent les associations. J'ai un handicap en plus de ça. Ah, donc c'est j'ai laissé. Et des fois, j'entends par la radio, sur la télé, qu'ils ont fait quelque chose. Ils m'ont jamais appelé. Ils m'ont jamais dit. C'était la moindre des choses. Vous avez une association, vous avez laissé votre nom. Je ne sais pas si c'est passe par cotisation, par machin. Je ne sais pas comment fonctionnent les associations. Je ne peux rien dire. Je ne peux pas en vouloir à qui que ce soit. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors j'ai une question. J'ai laissé mon nom. Oui. Il y a des choses qui se font et je ne suis pas au courant. J'apprends par la télé, par l'info, par des buzz qu'ils font pour faire. Mais non, il y a des gens malades. Alors, il y a des gens qui sont en souffrance. C'est bien de ça dont on parle justement. Quand ça rencontre, eh bien non. Il y a des gens qui font du buzz de ça pour faire des profits. Ouais. Est-ce que je peux vous poser une toute dernière question et puis oui, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, pour alléger cette souffrance dont vous êtes actuellement prisonnier? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a beaucoup de choses. Dites-moi pas. Donnez-moi une piste. Il faut se dire la vérité, pas de mensonge. Oui, mais ça, c'est dans les rapports avec les autres. Mais qu'est-ce que vous attendez? C'est les rapports avec les autres. Il faut se dire les choses comme on ressent les choses. Oui, donc vous aimeriez peut-être qu'on vous écoute, qu'on vous... Oui, il faudrait avoir de l'écoute et un suivi. Oui. C'est ce qu'il n'y en a pas. Professeur? Ça ne suit pas. Est-ce que vous pouvez réagir? Écoutons le professeur Francis. Alors, bien sûr, la demande de l'écoute et de la qualité de l'écoute, elle est importante, elle est essentielle. Bon, je vous laisse. D'accord, ok, vous écouterez. Oui. Je vais vous écouter. Merci Francis et beaucoup de courage à vous. Hein. Merci. Merci beaucoup de votre appel et vous avez raison, il faut continuer à tenir, Monsieur Francis. Et on peut être déçu d'avoir eu une rencontre avec tel ou tel médecin, telle ou telle association, et c'est pas parce qu'une association ou un médecin ou deux ont eu un comportement qui vous a déplu ou qui vous a mis en difficulté, ça peut arriver aussi, eh bien il faut en chercher d'autres. Les ressources sont pas infinies en Martinique, mais il y a des ressources, parfois qui sont pas assez lisibles, et parfois il faut un peu chercher longtemps pour trouver où elles sont, mais elles sont là, et il y en a, et c'est, je crois, le rôle que l'on se donne ici, hein, c'est d'essayer de mieux coordonner, rendre lisibles les actions qu'on fait. Absolument. Et ne pas désespérer de rechercher, d'appeler. Et si l'association ne vous a pas rappelé, vous savez, parfois, ils ont des difficultés de secrétariat, d'organisation, et c'est pas par un manque de volonté de vous aider, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eu la disponibilité pour le faire, parce qu'il y a eu trop d'appels peut-être à un moment donné, et donc vous pouvez aussi, si vous gardez un lien de confiance avec eux, leur rappeler pour leur dire votre colère, et peut-être qu'ils auront quelque chose qu'ils puissent vous proposer. C'était sans doute, certainement pas intentionnel le fait qu'ils vous ont pas rappelé, c'était peut-être une difficulté liée à l'organisation, parce que c'est pas si simple. C'est pour ça que je pense que c'est bien qu'on soit à plusieurs associations qui travaillent ensemble, parce qu'on peut du coup créer un soutien ensemble. Et à mon avis, je prends l'idée qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul, quoi. Oui, Mad, je vais revenir avec vous, merci professeur, sur, c'est peut-être un peu douloureux, mais sur cet événement qui vous a amené certainement après à être suivi et soutenu. Est-ce que vous avez eu le sentiment, lorsque ça vous est arrivé de tenter de mettre fin à vos jours, qu'il ne vous restait plus de possibilités et que votre entourage ne pouvait plus être un recours? Moi, mon expérience, ça a été, je dirais, un peu spéciale. Oui. J'ai été enfant, orpheline très tôt de mère, une enfant battue et victime d'inceste. D'accord. Donc c'était une souffrance que je n'ai pas pu partager avec qui que ce soit. D'accord. Donc j'ai grandi tant enfant avec ce secret, j'ai grandi adolescente avec ce secret, j'ai grandi en tant que
femme mariée avec mon secret. Et ça reste toujours un handicap, dans la mesure où, quand on grandit avec, on n'a personne justement à qui en parler, c'est comme un bobo qui est là. Et puis il suffit qu'il y ait un événement dramatique, et puis tout se réveille. Donc c'est une souffrance qui est déjà là, mais il suffit d'un événement, et puis c'est une bombe à retardement. Alors quand la bombe explose, elle explose. Donc ça a été mon cas, mais moi j'ai eu plusieurs bombes qui ont explosé. Donc, qui fait qu'à un moment, même si on est entouré, même si vous avez du monde qui vous aime, mais votre souffrance est telle, à l'intérieur de vous-même, que vous ne trouvez pas la personne qu'il faut pour vous dire les mots qu'il faut pour au moins soulager. Même s'il y a le monde médical. Moi, je ne fréquentais pas le monde médical non plus. Il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de groupe de parole non plus. Ça a été vraiment... Donc vous n'alliez pas voir les psychiatres, les médecins, pas vraiment. Les psychologues, donc voilà, tout ça, j'ai un peu gardé cette grande souffrance qui, au fil des années, prenait de l'ampleur. Et moi, qui fait qu'à un moment, j'ai été victime. Après, j'ai appris par chaque grand événement qui arrivait, des événements traumatiques, qui faisaient que je faisais des crises, des dépressions, et que ma souffrance était telle que carrément je perdais la tête. Je ne devenais pas folle, mais je perdais la tête. C'était le sommeil et tout. Et après, il a fallu quand même avoir des hospitalisations ou des médicaments. Donc c'était un moment, il y avait un petit soulagement, mais bon. Et puis après, tout se passait bien pour le mieux. Et puis après, ça a recommencé. Ça fait qu'il y a eu un autre événement dramatique et tout remontait à la souffrance. Donc l'accumulation de ces grandes souffrances, c'est tellement personnel, comme dirait le proverbe chez nous, c'est couteau selgi ça qui que un moment, même si on est entouré, on est aimé, personne ne peut rien faire pour vous parce que c'est votre souffrance à vous. Et vous ne trouvez pas encore la personne qu'il faut pour vraiment vous comprendre, pour vous dire les mots qu'il faut. Est-ce que vous arriviez à ce moment-là à lire l'amour à décoder l'amour des autres, ou est-ce que vous étiez tellement souffrante que vous n'arriviez même pas à repérer qui vous aimait Voilà, je savais qu'ils m'aimaient, mais je refusais leur amour, tout en sachant qu'ils m'aimaient, mais c'est pas d'eux que je voulais. C'est surtout mon plus grand handicap, c'est la perte de ma mère. Je l'ai perdue à l'âge de 5 ans. Là, ça a été mon plus gros chagrin, parce que je dis c'est à cause de ma mère que ces choses me sont arrivées. Que j'ai eu un père qui me battait, j'ai eu une belle-mère incestueuse et tout. Bon, vous voyez, donc on rend certaines. Et puis j'ai pas obtenu justice de ce que l'on m'a fait. Donc il n'y a pas eu de tribunal, il n'y a pas eu de procès, voilà. Non, pas du tout. Donc j'ai grandi avec. Et ce qui fait que c'est encore plus dur à supporter à un moment, et on est révolté, on a des envies de meurtre, on a des envies de tout, drogue, alcool, de tout. Donc Dieu merci, je ne suis pas tombée dedans, mais j'aurais pu facilement. Donc tout ça fait que je prenais sur moi-même, et que la souffrance à un moment était trop, qui fait que malheureusement, dans notre cas, malheureusement pour nous, quand nous avons des enfants, il se trouve que l'histoire se répète. Et c'est là où ça devient encore plus dramatique pour nous. Alors les blessures qui ne sont pas guéries, qui reviennent, et là, en tant que mère, les femmes sont bien placées pour le savoir. Quand notre cœur de mère est touché, alors là, c'est plus... On peut plus sûr, il y a la douleur est telle qu'à un moment... Donc il y a une réactivation de cette souffrance à travers... Une accumulation à travers, voilà. À travers vos enfants qui ont été eux-mêmes touchés. Par une souffrance quelconque, qui a subi une souffrance, pas la même que moi, mais qui a... Et voyant votre enfant souffrir, donc votre souffrance devant telle que... Vous vous dites, bon là il y en a marre, c'est stop là, alors là, oui. Et à ce moment-là on se dit non, comme expliqué tout à l'heure de façon très pédagogique d'ailleurs, le professeur GL, vous vous êtes dit, allez, il n'y a plus personne là autour qui puisse... Trop de souffrance, il y en a marre. Voilà, à un moment on se dit, c'est vraiment le mot paroxysme, c'est le paroxysme de la douleur, là, on ne peut plus, on a déjà trop, on a déjà dépensé trop d'énergie, on n'en peut plus, là on dit stop, et là on veut passer à l'acte pour pouvoir... partir, aller dans l'autre monde, dans le monde où on dort éternellement, où on n'entend plus, on ne souffle plus, on ne voit plus rien, et puis voilà. C'est ça la tentative de suicide. Voilà.
Et les familles, elles ont, puisque vous, Yolène, on vous remercie, Ahmad, pour ce témoignage. Les familles, parce qu'autour, elles restent là. Et je crois que dans l'atelier du colloque, vous avez eu à recueillir des témoignages de familles dans lesquelles il y a eu des suicides, cette fois-là des suicides, pas que des tentatives. Et qu'est-ce que vous avez pu recueillir de ces familles? Bon, d'abord, à travers tous les témoignages, ce qui est clair, c'est qu'il y a toujours eu des appels au secours dans les heures ou les jours qui ont précédé le passage à l'acte. D'accord. Qui, malheureusement, n'ont dans la plupart des cas pas été pris au sérieux. Parce qu'il y a une idée reçue qui veut que, ah oui, quand ils parlent du suicide, ils ne le feront pas. C'est vraiment une idée totalement fausse. Fausse parce que toutes les personnes qui se sont suicidées ont appelé au secours quelqu'un, un proche, un voisin, quelqu'un de la famille, un ami. Et dans tous les cas, les gens n'ont pas pris la dimension que ce passage à l'acte était possible. C'est pas comme pour Mad, parce que Mad semblait dire qu'autour d'elle, il y avait quand même du lien, mais qu'elle était dans une telle détresse qu'elle n'arrivait pas à s'accrocher à ce lien. Là, vous êtes en train de nous dire, Yolène, que les personnes qui étaient dans votre atelier... Toutes les familles avec qui je me suis entretenue m'ont toutes dit qu'il y a eu des appels au secours. Le jour même ou la veille du passage à l'acte de la personne. Celle-ci a appelé sa voisine, a demandé à sa voisine de prendre contact avec ses parents parce qu'elle n'osait pas elle-même pour diverses raisons, mais qu'elle se sentait très mal. L'autre a appelé, pareil, un parent ou un ami, je ne sais pas, la veille du passage à l'acte parce que ses parents étaient en voyage et qu'il était seul dans la maison et finalement, il est passé à l'acte. Le troisième avait fait déjà plusieurs tentatives déjà 2 tentatives de suicide. Donc, ça veut dire qu'il était un candidat potentiel à de nouvelles tentatives, parce que quand il y en a déjà eu 1, 2, ces personnes sont bien sûr à même de recommencer à tout moment. Et là, bon, cette fois-là, chaque fois avec des moyens différents, cette fois-là, il a utilisé une autre méthode au domicile de ses parents. Donc, moi, je crois qu'il y a déjà ce premier message que je connais un autre cas, par exemple, où même s'il n'y a pas, il y a eu un autre, c'était un jeune homme qui souffrait de troubles bipolaires, qui avait, dans les jours qui ont précédé, à plusieurs reprises, en pleine nuit, appelé le SAMU, sans même que sa mère, qui vivait avec lui dans la maison, soit informée. Il va arriver une ambulance en pleine nuit. À 2 ou 3 reprises, il avait appelé le SAMU en pleine nuit. Et il avait pris un certain nombre de dispositions, d'ailleurs. Il s'était mis à donner ses affaires, à ranger tout dans la maison. Je veux dire que tout ça, ce n'est qu'après qu'on s'en rend compte. Mais en fait, il préparait. Il y avait en même temps cet appel au secours parce que cette souffrance était insupportable et en même temps cette décision, si on peut dire, qui semblait avoir prise, puisque dans tous les jours qui ont précédé, il a effectivement mis de l'ordre chez lui, mis de l'ordre quelque part dans sa vie avant de s'en aller. Donc je crois qu'il faut prendre au sérieux tous les appels au secours et ne jamais se dire que quelqu'un qui parle de suicide ne le fera pas. C'est une idée complètement fausse. Les familles, bon ben... vous savez, 20 ans après, elles vous disent, bon, les familles que j'ai vues, ce sont des familles qui avaient trouvé justement un mode de réadaptation face à cet événement traumatisant. C'est-à-dire elles étaient parvenues à réorganiser leur vie après le suicide de leur proche. Voilà, mais c'était des personnes chez qui ça s'était produit depuis déjà plusieurs années. Parce que les familles pour qui ça se produit dans l'année, elles refusent absolument de témoigner. Oui, mais celles des 5 ans, est-ce que vous avez trouvé des gens encore culpabilisés de dire « Oh là là, est-ce que j'avais bien compris ce qu'ils me disaient » Est-ce que vous avez eu ce sentiment ou alors, avec le temps, ce sentiment de culpabilité peut s'estomper? Oui, il y a cette culpabilité, mais chez les familles que j'ai vues, je crois qu'elles étaient arrivées à faire un travail sur elles suffisant pour se dire que finalement elles avaient tout fait, et c'était vrai, c'était le cas de familles qui avaient vraiment tout fait pour accompagner la personne
et que finalement elles n'avaient rien à se reprocher. Donc quelque part, elles étaient arrivées à régler un peu ce problème de culpabilité, mais tout en me disant, de toute façon la souffrance ça n'ira jamais. Je veux dire que ce choc que l'on subit, on n'oublie jamais, mais on peut pour autant ne pas faire que la vie s'arrête à ça. Je veux dire que c'était des personnes qui avaient repris un nouveau départ dans la vie, qui avaient trouvé des occupations, pas des occupations, des centres d'intérêt, et qui étaient vraiment actifs, soit dans le monde associatif, soit... Donc, je crois qu'il est important aussi que les familles se rendent compte que, c'est vrai, on a un diagnostic de schizophrénie, la vie ne s'arrête pas là. Il faut mettre en place un certain nombre de choses pour continuer à vivre. Sauf que quand il y a le suicide, il y a quand même... On a le suicide, c'est quand même une mort quand même, et là voilà. C'est définitif. Mais des familles, il faut qu'elles arrivent à se rapprocher d'associations, à chercher effectivement l'entraide nécessaire pour reprendre un nouveau départ. Je veux dire, on ne peut pas rester 20 ans dans cette douleur comme si c'était hier. Il faut absolument que les familles aillent de l'avant, malgré tout ça. Écoutez, on continue avec les téléspectateurs, et puis après je reviendrai vers vous, Fabienne, parce que j'ai une question à vous poser s'agissant de votre expérience, et surtout la façon dont vous, peut-être aussi, avez demandé de l'aide. Bonsoir, au 71 27 07, vous êtes là ou la bienvenue. On vous écoute. Oui. Bonsoir, votre prénom? Oui, je peux parler là maintenant parce oui, que votre je regarde le speaker et l'animateur. Oui, votre prénom. Ah, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, votre prénom? Alain. Alain, alors excusez-nous Alain, merci d'être si patient. Je veux dire, comment? Je dis merci. Alain, mon prénom. Oui. Colin. Alain. Alain, oui. Alors je vous disais, Alain, merci d'avoir été si patient. Tout à fait naturel. Alors je salue déjà l'animateur. Merci. Je salue l'animateur. Plus. On vous écoute, Alain. Je crois qu'il nous a lâchés. Bien. Alain, est-ce que vous êtes là? Bon, écoutez, rappelez-nous Alain, Hervé, aide-nous à récupérer l'appel d'Alain le plus vite possible. Ça y est, j'ai coupé là. Ah ben ça y est, je vous écoute. Oui, mais bon, d'accord, parce que je n'entends plus les questions de l'animateur. Enfin, ça ne fait rien. Moi, je veux juste faire un témoignage. Oui. Alors, dire déjà bonsoir à tout le plateau. Bonsoir. Aux personnes qui souffrent. Et surtout à l'une d'entre elles, que je veux prendre dans mes bras et faire un gros beau. On l'arrose, elle comprendra. C'est un Larose qui débarquait les roses en moins il y a quelques années de ça. Et actuellement, je suis dans le pétrin. Alors, si elle m'entend, elle saura reconnaître qui. C'est une rose qui débarquait dans mon Les Roses un jour. On la rose qui débarquait les roses en moins. La Chabinéenne. Alors, elle saura reconnaître qui c'est. Alors, je te prends dans mes bras, fais un gros beau. Ah ben, tu vois, j'étais atteint déjà, je ne savais pas. Voilà. Et les émissions que je n'ai pas écoutées, où je ne suis pas intervenu, c'est parce que je n'avais pas la force. Alors, moi, voilà. Je suis content que tu sois en train de sourire parce qu'on a vécu de douloureux moments ensemble. Voilà. Gros beau. Gros beau à tous ceux qui souffrent, comme je dis, à ceux qui aident aussi. Parce que s'il n'y a pas d'aide, voilà, on s'en sort un peu moins bien. Et je sais de quoi vous souffrez puisque je me retrouve un peu aussi dans la solitude. Mais ça fait rien. Je crois que la vie continue et que la vie m'a bien donné de caractère. Je pratiquais déjà certaines choses avant, comme la relaxation, la méditation. Comment prendre dans la vie, c'est mon oublié. Direction là ça. Et j'y suis revenu et avec ceux qui me suivent, j'arrive à m'en sortir. Je crée, j'écris, je fais de la musique. Alors, ça fait 1 an et demi que je suis dedans. Je ne t'ai rien dit pour ne pas te faire souffrir plus, mais comme je vois depuis des émissions que ça va, alors je me suis permis et je me sens mieux aussi, donc j'affronte la télé ce soir. Tu as une très belle coupe de cheveux et une petite pointe blanche qui fait plaisir.
Merci Alors, beaucoup. je ne serai pas plus long, je laisserai la place à quelqu'un et je te fais un gros bisou, un gros beau, ma petite Chabine. Ah ben merci Alain, donc la petite Chabine, on a bien compris que c'était vous Fabienne, alors c'est l'occasion pour moi de vous demander justement dans cette épreuve que vous avez traversée, est-ce que, un peu comme disait tout à l'heure Yolène, vous avez eu à appeler à l'aide et puis de ne pas pouvoir être entendu? Est-ce que ça résonne en vous, ce qu'elle dit, les témoignages des familles? Les deux partages de Mad et de Yolène résonnent énormément en moi. C'est vrai que quand Mad, elle parle de notre entourage, de nos enfants, de nos amis, et que quand on est dans un désespoir total, et on ne peut même pas capter l'amour et qu'il y a autour de nous. En 20 ans de dépression quand même chronique, je crois que j'ai épuisé mon cercle familial. Tant mes ex-compagnons que mes frères et sœurs, que certains amis aussi ont quitté le bateau, on va dire petit à petit, parce que j'étais lourde. J'étais lourde et quand je passais à l'acte, quand je prenais les médicaments pour dormir pour toujours, pour reprendre les mots de Mad, parce que c'est ce que je me disais, je veux dormir. Et c'est vrai que la dernière fois que je l'ai fait, j'avais déjà commencé mon travail, mon suivi avec l'équipe de l'UAD, avec le docteur Debien, et donc j'ai pu l'appeler, et c'est lui qui a appelé les secours. J'ai des amis aussi, j'ai une amie qui souvent m'a ramassé à la petite cuillère quand j'arrivais à appeler. Donc jusqu'à présent, en tout cas jusqu'en 2012, même si même si je voulais mourir, j'avais cet instinct de vie, de survie, voilà, de vie, qui me permettait d'appeler au secours. D'accord. D'appeler au secours. Professeur, on a quand même l'impression, merci Fabienne, on a l'impression tout de même que ce n'est pas si simple d'être entendu, parce qu'il y a quand même beaucoup de préjugés sur la question du suicide. Il y a encore quelques années, par exemple, les personnes qui se suicidaient n'avaient pas la possibilité d'avoir un enterrement religieux, en tout cas surtout dans l'Église catholique. Par exemple, je parle de l'Église catholique, il y a quelques années de ça, des personnes qui étaient suicidées n'avaient pas, ne disposaient pas d'un office classique, en tout cas tel qu'on l'entend. Est-ce que ce sentiment de culpabilité, cette honte, ne vient pas encore aggraver la possibilité de la personne en grande détresse à pouvoir demander de l'aide? Alors bien sûr, c'est pour ça que moi je voudrais remercier là, les témoignages des téléspectateurs, mais aussi celui de Madame Louis, qui a beaucoup de courage de venir là, soutenu avec Madame Sainte-Rose, parce que c'est du courage d'affronter à visage découvert cette réalité de ce qui a été vécu, de le dire avec la simplicité des mots qui sont choisis pour dire quelque chose qui a fait mal pendant si longtemps et qui est resté si incompris par les proches, avec un sentiment de honte, de culpabilité, et avec la société qui entretient cette culpabilité. Alors, je n'ai pas la date exacte, mais à ma connaissance, ça fait des décennies que l'Église catholique n'interdit plus d'enterrer, avec tous les rituels qui sont prévus pour les offices des morts. Mais c'est la croyance que les gens ont qu'en Martinique, l'Église et le prêtre refusera. Mais c'est pas du tout. Alors ça fait des décennies
que cette règle-là est abolie. Est abolie dans on le droit garde ce canon. préjugé. Exactement, on regarde cette idée-là. Ça fait partie des idées reçues qui continuent à renforcer la stigmatisation. C'est et donc du coup, c'est sans doute aussi un facteur de sous-déclaration, puisqu'il y a peur, il y a la crainte que du coup la famille soit exclue des rituels sociaux et religieux qui ont une importance pour tous ceux qui sont engagés, important en Martinique, et donc du coup, on va taire cela. Et là, du coup, c'est une démarche forte de dire, avec des mots assez explicites, avec le visage découvert, voilà ce que j'ai vécu, voici la honte que j'ai vécue. Et quelque chose qui est vraiment très important, qui a été dit là, c'est quand on se suicide, c'est qu'on souffre. Que cette souffrance, on la caractérise par un diagnostic médical, oui, qui a été évoqué très précisément par Madame de Vassoine, qui va être essentiellement la dépression. Mais on va trouver des dépressions avec également chez les patients qui souffrent de schizophrénie ou également des troubles anxieux sévères. Et cette dépression va être le point qu'on va retrouver chez 80 à 90% des personnes qui souffrent de suicide et qui fait que quand on est déprimé, on devient insensible notamment à toutes les choses positives. Et en plus, on a honte de soi, on se sent coupable de tout. Et du coup, même les signaux qui ont pu être donnés par les autres de soutien, ils ne sont pas allés jusqu'à ce que je sois, moi, le malade, en capacité de le recevoir. Et donc, il faut bien comprendre ça, qu'une personne qui souffre se replie tellement sur elle-même qu'il faut faire un effort pour aller vers le... Oui, c'est vrai, il faut faire un effort. Absolument. Il faut qu'elle comprenne que c'est vraiment une démarche active qu'on va faire pour aller lui proposer une aide, sinon... elle va se replier sur elle-même, elle s'écarte d'elle-même, avec également on dit l'humeur, quoi. L'humeur qui veut dire, c'est à la fois du langage médical et du langage commun, ça veut dire on est irritable quand on est déprimé. Et du coup, les autres finissent par dire, elle me fatigue. Et puis, elle a fait déjà plusieurs TS. Je ne supporte pas qu'on dise TS. Parce qu'il faut dire tentative de suicide. C'est tellement grave, vouloir mourir. C'est médical, voire paramédical. J'aime pas c'est ça, une TS. Ça banalise le problème. Absolument. Alors qu'avoir fait une tentative de suicide, c'est l'indicateur le plus fort de risquer de mourir par suicide. Donc du coup, qu'on prenne le temps de le dire en entier, quel que soit que l'on soit le voisin, le mari ou le médecin, qu'on dise le mot en entier, puisqu'on sait qu'il a une grande importance pour protéger. Et donc celui qui en a fait plusieurs, l'entourage peut être déconcerté, épuisé, agacé de ne pas comprendre. Et bien qu'il sache demander de l'aide, l'entourage, et qu'il vienne avec le patient, avec son proche, et qui viennent voir le docteur. Mais c'est pas trop dans nos pratiques en Martinique, en tout cas. Je sais pas, mais bon, les gens n'ont pas cette pratique d'aller demander de l'aide médicale ou médico-psychologique. Vous savez bien que c'est pas... Mais oui. Vous parlez de la stigmatisation de la psychiatrie. Bon, est-ce qu'on n'est pas en situation où on peut imaginer qu'on peut changer ça ? Est-ce qu'on peut pas aussi imaginer une autre prophylaxie mentale où les choses seraient plus vers les gens, qu'on aille vers eux de façon moins... allez, je vais peut-être un peu être moins médicalisé, peut-être moins... Je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. Oui. Voilà, chacun dans sa place, et la famille a un rôle majeur, les voisins, les proches ont un rôle majeur. Quand ils sont dépassés, ils doivent demander de l'aide et ils doivent accompagner le proche vers l'association et vers le professionnel de santé, qui n'est pas le premier recours. Le premier recours, c'est le prochain, c'est l'environnement, mais que quand je vais trop mal, quand la personne va trop mal, elle n'est plus capable de faire la démarche. On a entendu cette dame qui a dit « je ne suis pas capable ». Moi j'ai dit « appelez le SAMU ». Oui, mais aussi on aurait pu dire qui de vos proches pourrait être disponible si vous lui demandez de l'aide pour vous accompagner, pour venir voir un médecin aux urgences ou sur un rendez-vous. D'ailleurs, on peut lui conseiller ça, parce qu'elle doit nous regarder toujours. C'est une démarche qui peut se faire, et parfois la personne se dit non, je ne veux pas les déranger. Et alors moi, là où j'entends des gens, et j'ai revu là en garde il y a quelques jours, une personne qui avait fait un geste terrible, elle me dit mais j'ai demandé de l'aide à personne, j'ai préféré mourir, je ne voulais pas les déranger. Et je lui dis mais vous ne croyez pas que vous les dérangez beaucoup plus si vous les retrouvez maintenant, si vous retrouvez au cimetière, quoi ? Ah ben j'avais pas pensé à ça comme ça. Mais les autres ne se rendent pas compte du degré de détresse. Donc du coup, demander de l'aide, dire j'ai besoin qu'on puisse m'accompagner. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Et bien voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ?
je peux t'accompagner. Et parfois les gens me disent je ne sais pas quoi faire. Eh bien, accompagnez-la chez un médecin généraliste, psychiatre, association. Ça, on va faire le taxi, mais ça va être une aide précieuse et c'est pas un taxi comme un taxi standard. Je ne veux rien dire de négatif pour les taxis, mais je veux dire, c'est un accompagnement qui va être fait, qui va être très précieux physiquement. Et ça coûte. Ça apporte beaucoup, cet accompagnement physique qui peut être fait pour aller chercher de l'aide. Et quand la famille est dépassée, plutôt que de partir, qu'elle dise « j'ai besoin d'être aidée parce que je ne sais plus comment faire ». J'ai besoin d'être aidé, donc c'est peut-être difficile à dire, hein, c'est surtout pas simple à formuler dans un pays, dans une culture où déjà la souffrance psychique n'est peut-être presque pas considérée comme une maladie, hein, professeur. Vous savez que c'est déjà difficile pour les gens de comprendre que la dépression, par exemple, est une vraie maladie. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, l'autre jour, j'ai un patient pareil qui me dit « mais non, c'est pas une maladie, c'est j'ai été quimboisé ». Oh, oui. Et ben je dis « c'est pas un problème pour moi, mais s'il vous prend pas trop d'argent, le quimboiseur, faites le travail, mais ça risque, si ça suffit pas, on reste disponible et on pourra vous aider. Ils reviennent vers la psychiatrie. Hein, on n'est pas en opposition, sauf que déjà il avait vu un charlatan qui lui avait pris 400 €. Je pensais que ça commençait à suffire peut-être comme escroquerie et qu'il n'était pas nécessaire de rechercher autre chose et qu'il était vraiment dans une situation de souffrance et de délire probablement. Et que là aussi, on va maquiller le délire et on préfère dire que c'est du quimbois plutôt qu'une schizophrénie. Et j'ai même un jeune interne qui m'a dit mais peut-être qu'en Martinique, la schizophrénie, ça s'appelle être quimboisé. Je lui dis qu'on l'appelle comme on veut. Ce qui m'importe, c'est pas le diagnostic, c'est le niveau de souffrance et qu'on trouve le moyen, pas de l'entretenir vers une croyance qui maintient une souffrance. Si le quimboiseur a su arrêter la schizophrénie, formidable. C'était sans doute pas une schizophrénie, parce que personne ne sait malheureusement guérir la schizophrénie. Absolument. Mais s'il a pu apporter un réconfort, mais qui n'exclut pas l'accès vers d'autres soins qui peuvent être nécessaires. Donc là, il y a une complémentarité à trouver ensemble. Tout à fait. Nous poursuivons notre discussion avec les téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Votre prénom? Oui, bonsoir. Je m'appelle Claude en fait et je voudrais m'adresser Votre prénom c'est? Claude. Claude. Oui, et je voudrais m'adresser à Fabienne. Fabienne. Est-ce qu'elle m'écoute? Mais si elle vous écoute religieusement, allez. D'accord. Alors bonsoir. Bonsoir maman, on va se coucher, voilà. On va se coucher, c'était pour te dire qu'on allait se coucher, on t'avait dit qu'on appellerait, donc voilà, on va dormir maintenant, voilà. Et voilà, et passe une bonne émission, ok? Et à tout à l'heure, voilà. Okay. Bonne continuation. Vous avez préparé le dîner les filles? C'est l'heure d'aller dormir là. Allez, Vous avez préparé le dîner, maman elle va arriver, elle aura faim. Hein? Au revoir. Oui, au revoir Claude. Oui. Alors, nous avons, comme d'habitude, demandé aux gens que nous avons rencontrés dans la rue de nous dire si pour eux, le suicide était révélateur de souffrance. Fabienne, aujourd'hui, est de surprise en surprise. Et dans la rue, nous sommes allés leur demander est-ce que le suicide pour eux était révélateur de souffrance. Je vous propose de regarder les morceaux choisis. Est-ce que selon vous, le suicide est un révélateur de souffrance? De souffrance, peut-être, vous voudrez le demander à ceux qui se sont suicidés. Mais en tout cas, c'est un signe de désespoir, quoi. Est-ce que vous pensez que le suicide est un révélateur de souffrance? C'est pas un révélateur. Premièrement, pourquoi la personne se suicide? Pourquoi? Hein? Il faut chercher d'abord la cause. Vous faites quelque chose qui n'est pas bien, pour moi, il faut assurer ce qu'on est. On fait quelque chose qui n'est pas bien, assurer de ce que vous avez fait. Si vous vous suicidez, vous êtes un lâche pour moi. Moi, c'est ma devise à moi. Hein. Moi, si je fais quelque chose, quelle que soit la chose que je fais, je prends mes responsabilités. Vous voyez? Si vous vous suicidez, vous êtes un lâche. Vous devez à la banque, vous ne payez pas, vous allez vous suicider. Hein? Vous faites des prêts, c'est pas moi, vous avez un hôtel, n'importe quoi, vous faites, et vous ne payez pas et vous vous suicidez, vous êtes un lâche. Vous êtes un lâche.
Vous êtes marié, vous avez des enfants, votre femme vous laisse, vous allez vous suicider. Je ne vois pas. Pour moi, ce sont des gens lâches qui se suicident. Pour moi. Hein. Est-ce que vous pensez que les gens qui se suicident sont des gens qui souffrent? Je pense oui, parce que ça a failli de m'arriver. C'est vrai? Vous pouvez nous raconter un petit peu? Non, j'étais déçue à cause de mon premier amour. Voilà. Et c'est pourquoi on ne peut pas faire confiance maintenant. Après 6 ans, on était bien le vendredi soir. Le samedi soir, il se marie. Alors, il y avait une seule chose en tête. Quelquefois, ce n'est pas la faute de la personne qui se suicide, parce qu'il y a quelque chose qui se passe et pas de votre faute. Parce que c'est Dieu qui nous a mis sur la terre, c'est Dieu qui nous doit reprendre. On n'a pas le droit de ôter la vie. Est-ce que, selon vous, les personnes qui se suicident, ce sont des gens qui sont en souffrance? La plupart. Mais comme je veux vous dire, c'est que en se suicidant, le problème n'est pas résolu. C'est quelqu'un qui s'est suicidé, mais il a laissé le problème toujours là, en plaque. Mais c'est le problème qui n'est pas résolu. Mais c'est sûr, c'est dur, c'est quelque chose de très très dur. Je pose la question comment? Est-ce que, et moi personnellement j'ai subi, j'en ai subi de ma vie, divorce, tout et tout et tout. Mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu cette idée parce que c'est quelque chose qui doit être très, très grave, très dur à faire. Que pensez-vous du suicide? Est-ce que vous pensez qu'il est révélateur de souffrance? Totalement, totalement. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas tendance à souvent regarder ce genre de choses. On a tendance à juger rapidement et lorsque finalement on réfléchit, on se dit que peut-être qu'il y avait quelque chose. Il faut toujours regarder. C'est pour ça que moi, j'ai toujours tendance à dire, mais si la personne est arrivée à ce stade, c'est que vraiment, elle n'en pouvait plus. Donc, c'est pas quelque chose à condamner comme cela. Les avis sont partagés, vous allez voir. Ceux qui disent qu'il ne faut pas condamner, c'est un processus extrêmement douloureux qui amène vers ça. D'autres qui disent, ah non, écoutez, les gens qui se suicident, ce sont de vrais lâches qui n'affrontent pas la vie, alors qu'on est quand même dans la vraie vie là quand même. Hein. C'est un peu ce que les gens pensent de façon générale, même si ces opinions que nous avons entendues, elles sont de façon peut-être équitablement, en tout cas partagées. Il y en a encore des gens qui pensent que c'est de la lâcheté. En tous les cas, c'est des témoignages qui sont sincères et qui sont informatifs, et qui reflètent effectivement la diversité de ce qui est ressenti par la question du suicide. Mais je ne sais pas comment on peut poser une question de lâcheté. Moi, je ne sais pas dire à quelqu'un qu'il est lâche ou pas lâche. Je pense qu'on se trompe quand on dit ça, parce qu'on est sur un jugement de l'autre. Et moi, c'est le simple conseil que j'essaye de porter, de transmettre, c'est qu'il faut éviter de juger les autres, Et il vaut mieux regarder et se juger soi-même. Est-ce que c'est pas moi qui suis lâche parce que j'ai pas été capable de le protéger? Ça va être plus compliqué à régler comme question. Et est-ce que c'est plutôt, je crois, ce qu'on a dit, une question de souffrance? C'est pas une question de valeur, c'est pas courageux ou lâche. Là, on est sur des jugements de valeur qui me paraissent pas constructif dans la démarche qu'on veut engager, et c'est un jugement qui peut être très douloureux à entendre pour les familles, pour les épouses, pour les parents, d'entendre mon fils était un lâche, ma fille. Je pense qu'on ne rend pas service quand on dit ça et on se trompe de problème. On n'est pas sur quelque chose de la valeur, d'une valeur morale, on est sur un problème de santé et de souffrance, et je trouve que vous aviez bien proposé cette question autour de la souffrance, et on voit bien que c'est un message qu'il faut renforcer. Il faut vraiment le renforcer, mais c'est un angle, à mon avis, qui est sans doute le plus explicite, de bien répéter la question de la souffrance. De ceux qui ont tellement mal qu'ils préfèrent abréger leur vie, tellement ça leur paraît insupportable. Et je voudrais insister... J'ai même envie de dire abréger leur souffrance plus que mettre fin à leur Complètement. vie. Je voudrais insister sur le petit message que nous a transmis cette femme sur cette rupture affective. Oui. Et il faut insister sur le fait que... C'est encore bien vivant, vous avez vu ça, professeur. Mais c'est déchirant ce qu'elle nous dit en 2-3 mots. Vendredi, on est ensemble, et samedi, se marie avec une autre, visiblement. Quelle violence pour elle, quelle violence. Et je comprends qu'on sent le monde qui s'est un peu écroulé pour elle ce jour-là, et du coup, à quoi ça sert de continuer à vivre. Et je trouve qu'elle nous le dit, et c'est très important, parce que
on a beaucoup de clichés là aussi sur le fait que c'est banal de rompre affectivement. La moitié des couples mariés vont se séparer avec cette phrase stupide, une de perdue, 10 de retrouvée. Et ce genre de bêtises entretiennent une banalité des ruptures affectives. Alors que ce qui nous fait vivre dans la vie, c'est nos émotions, c'est nos affects. Si on n'a pas d'émotions, si on n'a pas de lien affectif, la vie, elle est bien triste, quoi. Et on s'attache aux gens. Et les ruptures affectives sont de forts pourvoyeurs de mort par suicide, quoi. Et donc, c'est important d'entendre. Si je sais que un ami pour moi est en train de perdre sa compagne, a découvert que sa compagne ou un homme ou une femme avait une autre relation et qu'il le découvre à ce moment-là, même si on me dit « Ah, mais c'est banal d'avoir plusieurs histoires en même temps », eh bien, pour celui qui le vit, c'est peut-être banal sur le groupe, mais pour celui qui le vit, c'est une violence qui peut être insupportable. Et il faut savoir l'entendre et savoir aider celui qui souffre de cette menace de rupture affective, de découverte de cette vie complexe. Moi, j'ai reçu cet après-midi une femme qui souffrait beaucoup, notamment en me disant qu'elle découvrait que cet homme en qui elle croyait beaucoup, elle a appris qu'il avait d'autres relations amoureuses en même temps, et elle m'a dit mais c'est insupportable, elle était très attachée, elle a une douleur qui me préoccupe réellement, et je pense qu'il faut savoir faire attention à ça, même si on me dit que c'est fréquent d'avoir plusieurs relations, il paraît, en Martinique, je pense que c'est une recherche de l'INSERM, de vos confrères. Oui, je veux bien l'entendre, mais pour ceux qui vivent ça et qui ne sont pas au courant de ça, c'est une douleur qu'il faut savoir entendre, et cette femme, on voit bien qu'elle est martiniquaise visiblement, et qu'elle a souffert de cette violence qui lui a été faite, et que l'homme a eu un comportement scandaleux avec elle, et que ça a été dangereux pour elle, et peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte à quel point il était dangereux dans son comportement. Donc je pense que c'est important ce message de rappeler que d'autres l'ont dit avant moi, on ne badine pas avec l'amour, quoi, et que les ruptures affectives sont des gestes, sont des moments de grande fragilité qu'il faut savoir repérer, il faut savoir céder. Je ne sais pas comment vous l'avez vous ressenti, quoi. Les réactions des personnes? Je dirais, pour avoir vécu une tentative de suicide, je dirais, moi personnellement, ça n'a pas été un acte de lâcheté. Ça a été un acte de grande souffrance, de souffrance qui est très personnelle. C'est un vécu, c'est une souffrance, et chaque personne a, comme on dit, une force mentale. Votre force mentale n'est pas la force mentale du docteur, n'est pas ma force mentale. Chaque personne devant la souffrance n'est pas pareille. Donc il y a des gens qui arrivent très bien à supporter, qui se battent, qui tombent, qui se relèvent, et puis il y en a d'autres, il suffit d'un seul, et puis ils tombent, et puis ils ne se relèvent pas. Donc porter ce jugement, c'est un peu, c'est son avis personnel. Mais moi, personnellement, je dirais que pour moi, personnellement, ça n'a pas été un acte de lâcheté, ça a été trop de souffrance. Moi, j'ai dit stop à la souffrance que je voyais que personne ne pouvait. Mais je dirais, et je le soulignerai, je le dirai haut et au fort, que je rendrai un grand coucou et je dirais un grand merci à l'UAD et au service de l'unité de dépression, parce que ils vous ont bien accompagné pendant cette grande détresse. Ils ont été très professionnels. Du plus petit, le plus simple homme, femme de ménage, au professeur, au docteur. Il n'y en a qu'un professeur. Oui, enfin du docteur. Et puis toute les autres médecins qui travaillent. À toute l'équipe, du plus petit jusqu'au plus grand. Quel qu'il soit, parce qu'ils ont été très professionnels. Et on voit quand même qu'ils sont habitués. Bon, quand il faut parler, ils parlent. Quand il faut dire quelque chose, quand il faut garder le silence, ils sont habitués. Et devant les gens qui souffrent, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute. Il faut des fois se taire, laisser la personne parler. Et puis il faut savoir. De juger, surtout. Voilà, pas de jugement. Chacun, comme on dit, je le redirai, c'est plutôt celle qui s'assacque un Jérôme. Ne jugez pas, parce que vous ne savez pas. Donc je dirais. Vous ne savez surtout pas ce que demain vous réserve, ne serait-ce que ça. Voilà, mais je dirais merci, mais je remercie le bon Dieu, je dis merci d'être en vie maintenant. Et je dirais merci à l'âme vie. Et c'est une âme qui vit, et maintenant, de par mon expérience, je dirais plus jamais. Plus jamais je le jure devant tout le monde, devant Dieu, devant ma vie, devant mes enfants. Vous sentez que vous avez des ressources maintenant pour prévenir. On va parler de la prévention, parce que j'aimerais bien qu'on termine l'émission sur la question de la prévention, si tant est il y a une prévention possible. Moi je voudrais reprendre, parce qu'il y a un message très important que vous avez dit, Madame Louis, vous avez dit les forces mentales ne sont pas les mêmes, mais vous avez dit de M. Galvin, de moi-même, mais nous-mêmes on change tous les jours, quoi. Et donc
ce qui est important et terrible peut-être et angoissant sur la question du suicide, c'est que personne n'est à l'abri d'avoir des moments de désespoir. Personne. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Absolument. Et donc du coup, on peut avoir une force mentale importante aujourd'hui, mais demain, par l'accumulation de difficultés, de détresse, de problèmes financiers, affectifs, sociaux, on peut passer par une crise suicidaire. Ou de santé. De santé, de découverte d'une maladie. Grave, absolument. Voilà. Exactement. Et du coup, on a besoin, ça concerne tout le monde, et la question de la prévention, on va y arriver, elle est essentielle, parce que cette question du risque suicidaire, elle touche toutes les catégories sociales, économiques. Alors, personne n'est épargné. Tous les niveaux éducatifs peuvent être touchés. Je peux vous dire qu'en consultation, à l'UAD, on reçoit des personnes de toutes catégories sociales et économiques. Alors, c'est vrai qu'avec de l'argent, on vit quand même un peu mieux. C'est certain, et on souffre un peu moins. Mais il y a des gens. Vous croyez ? Oui, c'est quand même vrai. Il y a quand même beaucoup de grandes stars qui avaient beaucoup d'argent. C'est vrai. Mais beaucoup d'argent, c'est compliqué à gérer. Mais c'est comme on vit quand même moins mal avec de l'argent. Mais ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va être forcément heureux. Et on voit des personnes qui viennent nous voir, qui ont beaucoup d'argent, j'en ai vu il y a peu de temps, et qui ont des niveaux de souffrance parce qu'ils ont des histoires de vie épouvantables, et que finalement le seul investissement fort qu'ils ont trouvé, c'est dans l'activité professionnelle. Comme ils savent bien faire, ils ont gagné de l'argent, mais autour de ça, il y a des histoires terribles qui leur font peur, et dans lesquelles la question du suicide est très présente, parce qu'ils savent qu'ils pourront décider de mourir lorsqu'ils l'auront envisagé. Un dernier appel, et puis on se retrouve, un dernier appel. Je pense que ça va pas être les enfants, là, ils doivent dormir là maintenant, Fabienne. Oui, bonsoir. Ils sont partis. Ben, on continue alors, Fabienne, justement sur ce qui a été nos réactions à chaud par rapport à ce qui a été dit. C'est vrai que quand on partageait sur le suicide, c'est vrai qu'il y a toujours ce mot lâcheté là, que je lâche pas. Et j'ai envie de dire que c'est quelque chose de très courageux. J'ose le dire, c'est quelque chose de très courageux. Et moi, j'ai envie de dire aussi que on n'a pas le choix. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir le choix quand je prenais les médicaments. J'avais l'impression que c'était plus moi de toute façon. C'était plus moi, et je n'étais plus maîtresse de moi. Donc, est-ce qu'on peut juger, condamner quelqu'un qui perd le contrôle, quoi. Voilà. Et vouloir en finir avec sa vie, c'est que vraiment. On est au bout d'un processus. Voilà, c'est qu'on peut plus, quoi. C'est qu'on n'en peut plus. Merci Fabienne Yolène. Bien, sur le témoignage précisément. Je n'ai rien de plus à ajouter. Mais les jugements et les préjugés, vous en savez, vous avez connu, vous avez traversé des houles de préjugés, j'imagine, Yolène, dans votre parcours. Enfin, si on s'en tient précisément au suicide, c'est une chose. Hein. Maintenant, les préjugés et l'intolérance de la société martiniquaise, c'est quelque chose, bien sûr, que fait pas le nid de les familles de l'association vivent de façon quotidienne, hein, parfois même dans leur propre famille. Parfois même les familles elles-mêmes qui sont concernées ne sont pas non plus exemples de préjugés, de stigmatisation. Alors nous espérons en 2015 pouvoir faire une grande campagne justement pour aider à faire connaître les troubles psychiques, puisqu'on a vu que ces troubles sont très souvent à l'origine d'actes de passage à l'acte suicidaire. Et ce que je voudrais aussi dire et qu'on entend très souvent dans l'entourage d'une personne souffrant de dépression, c'est pas souvent pris vraiment au sérieux, encore maintenant, ou considéré comme une véritable maladie. On entend souvent, oui, bon, t'as qu'à sortir, va au cinéma, vois des amis, bouge-toi, tu es toujours là, rien fait, etc. Ce qu'il faut que les familles et l'entourage comprennent, c'est que ce bouge-toi, la personne concernée ne peut pas. Ce téléphone à des amis, ou même battre laver, aller prendre une douche, ou se nourrir, aller prendre un repas, aller prendre un bain de mer,
elle ne peut pas. Mais les gens ne peuvent pas comprendre ça. C'est une maladie qui paralyse toutes les capacités qu'une personne peut avoir de tout ce qui est relation sociale. Absolument. Donc, moi, je crois que c'est le genre de mot qui peut pousser quelqu'un à se suicider, ce genre de réaction. Parce que quand quelqu'un est dans cet état de souffrance et qu'elle entend des paroles comme ça, elle se sent encore bien plus isolée. Parce qu'elle dit, mais vraiment, cette personne ne comprend vraiment pas ce que je vis pour me dire ça. T'as qu'à sortir, t'as qu'à te bouger, t'as qu'à, etc. Donc moi, ce que je peux conseiller, bien sûr, aux familles, c'est de se rapprocher, qui ont dans leur entourage quelqu'un souffrant de dépression ou de schizophrénie ou de maladies psychiques graves. Bon, d'abord, il y a l'association Equinox, je donne quand même le numéro de téléphone. Ah ben oui, Equinox, alors... Donc c'est un portable, le 23 52 06 96, parce qu'il y a des amis de Guadeloupe qui nous écoutent. Donc 23 52. On fait perdre le fil de mon numéro. 23 52 49, voilà. 06 96 23 52 49, c'est assez l'association. Voilà, mais il ne faut surtout pas que les proches d'une personne souffrant de dépression ou d'une maladie psychique grave ne fassent rien. Je veux dire, il faut qu'elles cherchent l'information là où elles peuvent la trouver. Il faut qu'elles cherchent de l'aide là où elles peuvent en trouver. Il faut, s'il le faut, frapper à plusieurs portes. Mais il faut vraiment tout faire pour comprendre ce que vit la personne malade. Je crois que ça vaut mieux que de vivre tout le reste de sa vie avec la culpabilité de n'avoir rien fait. Tout à fait. Professeur Prévenir, on sait que c'est guérir. On entend, bon, c'est des phrases un petit peu plus simples, mais est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire pour ne pas en arriver jusque-là? Est-ce qu'on peut mettre en place est-ce qu'on peut réfléchir à ce qui pourrait être la prévention du suicide? Parce qu'en fait, c'est quand même un problème de santé publique. Alors, on a évoqué un premier axe tout à l'heure, c'est renforcer la présence associative, réfléchir à cette ligne téléphonique qui pourrait être portée au niveau de la région Martinique et que les associations puissent porter avec le soutien des équipes paramédicales et médicales. Ça, c'est un point auquel je crois beaucoup et que j'ai envie de porter de l'énergie avec tous ceux qui seront partants dans le projet. Deuxième axe qu'il ne faut vraiment pas lâcher, c'est que dans 80% des cas, ceux qui meurent par suicide avaient une maladie psychiatrique. Et le traitement de cette maladie va réduire de façon extrêmement importante la mortalité par suicide, que ce soit le traitement antidépresseur ou un traitement antipsychotique lorsqu'il s'agit de psychose. Mais il faut dépister d'abord. Oui, mais il y a deux choses. Il y a aussi beaucoup de préjugés par rapport à ces traitements. Et là, j'ai un message pour les familles et pour les proches. Quand une personne revient de chez le cardiologue parce qu'elle a un problème d'hypertension artérielle et que on lui demande, qu'est-ce qu'il t'a dit le docteur cardiologue? Ah, il m'a dit de prendre ce médicament et ce médicament. Eh ben, tu vas les prendre bien, hein, c'est important. Bien sûr, je vais les prendre. Je vais t'aider, je vais te les rappeler. Quand on va voir le psychiatre et quand on revient, j'espère que le psychiatre, il t'a pas donné des traitements. Hein? Ah si, il m'a donné 1, 2, 3 médicaments. Ouh là là, si tu prends les médicaments avec le psychiatre, tu vas être dépendant, tu vas pas y arriver. Faut pas prendre les médicaments. Et la personne se retrouve dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Le docteur qu'elle a vu, il avait l'air pourtant de savoir son métier, de connaître les choses et de vouloir rendre service et il a proposé 1 ou 2 médicaments. Mais quand on rentre, la famille me dit qu'il ne faut pas les prendre. Et moi, je fais quoi? Et moi qui suis la personne qui à ce moment-là est souffrante, déprimée, qui a besoin de réconfort et de soutien. Elle voit une famille qui l'aime, qui lui dit de ne pas prendre. Le médecin qui avait l'air compétent, il dit de prendre. Je fais quoi, moi? Si j'arrête le traitement, je ne retournerai pas voir le médecin parce que j'ai honte d'avoir interrompu. Et là, je dis stop. Si la famille ne comprend pas le traitement, elle n'a rien à dire sur le traitement comme elle n'avait rien à dire pour le cardiologue. Ou alors elle fait des études de médecine et elles sont ouvertes à tout le monde, sont un peu difficiles, mais elles sont ouvertes. Mais si elles ne veulent pas faire médecine, elles vont voir le médecin. Et elles vont dire au médecin, est-ce que vous pouvez m'expliquer le traitement parce que j'ai besoin de l'aider? Et qu'on respecte. Parce que quand on ne respecte pas le psychiatre, on ne respecte pas la maladie de la personne qui souffre. Donc on dit que ce n'est pas une vraie maladie, donc on n'est pas des vrais docteurs. Vous pouvez vérifier mes diplômes, c'est des vrais diplômes, c'est des vraies maladies. Et donc, comme on respecte la prescription du médecin généraliste et du cardiologue, on respecte la prescription quand c'est un traitement. Et au contraire, moi ce que j'aimerais, c'est que la famille, si elle ne comprend pas, elle vienne demander au psychiatre, et sinon qu'elle l'aide. Parce que pour le patient, reprendre tous les jours son comprimé
que ce soit un comprimé antidépresseur ou antipsychotique, à chaque fois c'est un effort de le prendre. Si je prends le médicament, c'est que je suis malade. Et si j'arrête le médicament, c'est que je ne suis plus malade. Faux. C'est deux choses différentes. Mais si la famille me soutient et me dit je peux t'aider à le prendre parce que je sais que c'est difficile, là la famille est dans une démarche de prévention active qui va contribuer à réduire la mortalité par suicide. Mais aussi, il faut peut-être aussi aider ces personnes à comprendre, parce qu'il y a toute une projection autour du médicament. Bien sûr. Est-ce que la seule relation au psychiatre est suffisante? Est-ce qu'il ne faut pas à ce moment-là tisser du lien avec notamment les associations? Entièrement d'accord, mais c'est pour ça que je remercie les mots attentifs et respectueux qu'a dit Madame Louis sur son hospitalisation sur l'unité des troubles anxieux dépressifs à la Ménard. On a à côté de cette unité un centre de crise, il y a 7 lits de crise avec un collègue en particulier Danny Carmelo sous la responsabilité du docteur Debien qui assure un travail colossal, et je me dis que la prochaine fois il faudrait qu'il vienne parce qu'il peut apporter beaucoup de choses intéressantes à discuter. Et dans le centre de crise, c'est une de nos missions essentielles, c'est de recevoir les familles. Il y a eu un moment grave, il y a eu ce passage à l'acte, comme on dit, ça c'est un terme que je trouve vraiment bien, que les familles puissent venir et qu'on puisse leur parler. Et c'est ce qu'on fait avec l'équipe infirmière, l'équipe médicale, qui soient reçus parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et c'est du temps précieux. Le séjour sur le centre de crise va être relativement bref, entre 3 et 6 jours, et plus long sur l'unité des troubles anxieux dépressifs. Mais là, c'est des rencontres. Et là, les familles vont apprendre beaucoup de choses qui vont leur servir pour la suite des soins dont ils auront un rôle majeur lorsque les patients vont rentrer à la maison. Très bien, merci en tout cas. Merci et à vous. on voit votre passion et c'est important, parce qu'il y a Hegel qui disait rien ne se fait dans la vie sans passion. Professeur, vous avez raison d'être un passionné. Merci. Pour l'AMVI, on peut avoir des coordonnées parce que c'est aussi important, celle d'Equinox. Donc l'AMVI répond 06 96 50 12 11. 50 12 11. Et l'UAD. Et l'UAD, on fait le 50. 05 96 55 20 44. 20 44. Alors je vais rappeler là juste en conclusion. Equinox, association de famille 06 96 23 52 49. L'AMVI, une association, par contre, il y a des usagers, des personnes qui ont connu des détresses et des souffrances psychiques. 06 96 50 12 11. Et n'oubliez pas l'UAD, l'unité anxiété-dépression au CHU de Martinique. 05 96 55 20 44. Un grand merci à vous quatre d'être venus et d'avoir accepté de nous faire comprendre cette réalité en dehors de tout ce qui peut être dit d'un point de vue médiatique. Merci de nous avoir amenés au cœur de la problématique. On est très reconnaissant. On va remercier aussi Brigitte, Francis, Alain et puis Claude, parce qu'elle a quand même appelé la petite. Et on se retrouve dans 15 jours. Merci Hervé pour la réalisation technique de l'émission. Surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous.